Essayez de revenir un peu parce que, comme vous le savez, d'autant plus que les sujets portant sur l'art sont fréquents dans les épreuves de baccalauréat. Donc il serait d'une nécessité d'en revenir davantage afin de compléter ce qu'on appelle la compréhension. Mais comme vous le savez, je pense que si on commence un tel chapitre, il serait un peu évident de commencer toujours sur quoi on avait commencé la fois passée, c'est-à-dire essayer de distinguer l'esthétique de l'art. Et comme vous le savez, je pense qu'on avait eu à montrer les origines étymologiques du mot esthétique, parce que comme nous le savons, le mot esthétique est un mot récent, qui n'existait pas à l'Antiquité. Le mot esthétique a été employé pour la première fois par l'allemand Baumgarten dans son ouvrage intitulé Aesthetica. Une manière de montrer que l'esthétique vient de aesthésis, qui signifie quoi? Qui signifie la sensation. Par où elle dérive même le mot anesthésie qui est, on a le privatif A, qui signifie absence de sensation. Donc si par son étymologie, l'esthétique pourrait désigner ce qu'on appelle la sensation, et que ici on se prononce sur un domaine particulier que l'on appelle l'esthétique, il faudrait par là commencer par montrer la différence qui va exister entre l'esthétique et l'art. En d'autres termes, l'esthétique n'est pas l'art, l'art n'est pas l'esthétique. Et si l'esthétique est récente, de quoi parlait-on auparavant? Auparavant, on ne parlait pas de l'esthétique, mais on parlait de la philosophie de l'art. Ou bien en d'autres termes, de la réflexion philosophique sur l'art. Mais est-ce que cette réflexion philosophique s'est seulement portée sur l'art? Non. Elle s'est portée sur l'art en tant qu'art, c'est-à-dire sur sa nature. Elle s'est portée aussi sur l'art en tant que ce qui est relatif à travers ses fonctions, ce qui est relatif à ses fonctions. Maintenant donc, l'esthétique sera cette réflexion philosophique sur l'art. Tout l'art commence d'abord et avant tout à viser le beau. C'est l'objectif de toute production artistique, le beau. Mais cette production artistique qui vise le beau, il faudrait s'interroger ensemble sur l'origine du beau, d'où vient le beau. Ou bien, où se situe réellement le beau, où se trouve réellement le beau. Est-ce que le beau se trouve dans ce monde où nous sommes, appelé monde sensible, ou bien le beau devrait se trouver dans un monde qui n'est pas notre monde, mais qui est le monde désiré, qui est le monde éternel, qui est le monde de la réalité, comme m'a dit le monde éternel. Maintenant, si l'art vise le beau, encore une fois, cette théorie de la beauté de l'activité artistique fera à ce qu'encore une fois, l'artiste essaie de promouvoir la beauté. Mais toujours quand je dis que cette beauté, où se trouve-t-elle, c'est une interrogation majeure dans la mesure où est-ce que cette beauté se trouve dans ce monde qui sensible ou bien dans ce monde invisible. Et parlant de cette origine du beau, on va un peu glisser pour parler de ce qui peut être réellement l'activité artistique en tant que telle. Quand je dis ce qui peut être réellement l'activité artistique en tant que telle, on a deux thèses principalement. On a la thèse de l'art comme imitation, on a la thèse de l'art comme création. Et je vous avais dit que les différentes problématiques qui s'articulent autour de cette leçon concernant l'art, il y a la question de l'art, la question de l'origine du beau, la question de l'art comme imitation ou l'art comme création, mais aussi la question du jugement esthétique, avant de parvenir aux différentes fonctions de l'activité artistique. Et je pense qu'on a l'habitude de croiser les sujets selon les termes. On parle souvent de l'art comme imitation ou l'art comme création. Raison pour laquelle si les élèves n'ont pas une perception au niveau des autres problématiques, tout sujet portant sur l'art, ils pensent que c'est imitation, création, création, imitation. Mais c'est plus fréquent. Maintenant, pour s'appuyer un peu sur cette notion de l'art comme imitation, de l'art comme création, il faut appeler des thèses qui militent en faveur de la conception artistique qui doit se limiter de seulement de l'imitation. Et des thèses qui s'appuient sur la conception selon laquelle l'art doit être une création. Mais retenons bien, si l'art imite, toute sensible est une copie du monde intelligible, l'art va devenir une copie qui est doublement imparfaite. Oui, parce que ça a copié ce monde et que ce monde n'est pas parfait. Ce monde est une copie du monde parfait qui est le monde intelligible. Et que l'artiste
qui se donne comme vocation de saisir la beauté, et que cette beauté réellement pourrait se trouver dans son monde dit intelligible, et qu'il n'a pas les capacités réunies pour s'interroger au-delà de ce qui est perçu par les organes de sens, il ne peut s'interroger que de ce qui lui est sensible. Et cette interrogation va faire qu'il va imiter cette nature de fausse imitation, mais en imitant cette nature qui est censée être une fausse imitation, il ne va pas pouvoir parvenir à ce qu'on appelle une production vraiment parfaite. Encore une fois, l'art est critiqué par Platon, même s'il défend la conception selon laquelle l'art doit être une imitation. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est la thèse essentialiste. Il y a une autre thèse que l'on appelle la thèse naturaliste. Cette thèse naturaliste a été défendue par son disciple Aristote, disant que l'art ne doit pas être cette activité qui va tendre à essayer de cerner les réalités transcendantes, mais l'art doit seulement se limiter à la nature. Et parmi ces naturalistes, il y a celui qu'on appelle Albert Dürer. Albert Dürer, à travers sa conception de l'activité artistique, il dit que l'activité artistique doit être cette activité qui ne peut que se focaliser sur la nature. Et en se focalisant sur la nature, il peut devenir ce qu'on appelle cette activité qui va prétendre donner satisfaction à l'artiste. C'est-à-dire à celui qui s'est donné la vocation d'aller se prononcer à une telle activité. Donc vous voyez, cette négation qui va se présenter, l'art ne doit pas avoir comme vocation l'intelligibilité, mais l'art doit seulement se limiter à la nature. Et si l'art doit seulement se limiter à la nature, selon les naturalistes, c'est montrer que la nature est cette seule notion qui peut donner à l'activité artistique une production purement artistique. Quand je dis une production purement artistique, c'est toujours relever cet aspect de l'art comme imitation. Et quand je dis que l'art doit être comme imitation selon la thèse essentialiste et la thèse naturaliste, l'art, encore une fois, ne peut cerner les réalités qu'en imitant. On ne peut pas produire ce que Dieu a déjà produit. On ne peut pas produire de mieux que ce que Dieu a déjà produit. Et si, selon les naturalistes, on ne peut pas produire de mieux que ce que Dieu a produit, il faudrait donc se contenter de ce que Dieu a produit, qui est la nature, pour essayer de la reproduire. Mais la question qui doit se poser est que, est-ce que cette reproduction que l'on fera de la nature pourrait être fidèle? On ne sait pas encore, et c'est ce qui va nous faire appeler cette deuxième thèse, de l'art comme création. Mais avant de glisser sur cette thèse de l'art comme création, toujours quand je dis cette activité artistique doit être... Je vais souligner tout à l'heure. Il faut essayer, dans l'activité artistique, de joindre l'imagination et la réalité. Oui, parce que quand je suis en train de copier la réalité, je suis en train de imiter. Mais cette imitation, encore une fois, ne doit pas être délimitée. Pourquoi? Parce qu'en imitant, je vais essayer d'apporter ce qu'on appelle ma marque à travers la création, à travers la production. Et cette marque va me faire plonger dans l'imagination. Quand j'imagine, encore une fois, je serai dans la parfaite position de créer. Et par là, l'art va revendiquer sa conception d'être une création. Une création, encore une fois. Mais est-ce que je peux créer en ne pas partant de la nature? C'est toujours montrer que cette nature va m'inspirer. Mais l'inspiration doit aller de pair avec l'imagination. Car c'est l'imagination qui va me permettre de cerner la réalité des choses telles qu'elles sont dans le monde intelligent. De dépasser encore une fois ce qu'on appelle cette inspiration matérielle et cette inspiration qui peut se une limitation. Oui. C'est à peine la même question de celle-là. Ça ne va vivre là, parce que c'est le fait de reproduire la nature de quelqu'un. Mais la nature de qui? La nature de Dieu. Et si pour certains, même pour les romanciers, François Molière que j'ai cité tout à l'heure, le romancier est le personnage qui ressemble plus à Dieu. Mais est-ce qu'en réalité le romancier ressemble plus à Dieu? Pourquoi? Parce que même quand il imite, cette imitation va faire manquer quelque chose ou bien va faire ajouter quelque chose. Et je reviens sur les propos de Emmanuel Kant. L'art n'est pas la production d'une belle chose, mais la belle production d'une chose. Le fait donc de plagier serait le fait de montrer ses parfaites limites en ce qui concerne la création artistique.
Parce que même quand on est en train de produire, quand on est en train de faire de la... S'inspirer de la musique du poète, c'est être étranger de sa création. C'est-à-dire, quand je m'inspire du poète, je suis en train d'imiter. Mais cette imitation, encore une fois, a été défendue par Platon, comme je l'ai dit. Mais si nous nous référons au mot de Baudelaire, il dit que parfois, certains artistes prennent le dictionnaire. Prendre le dictionnaire peut-être pour prendre un mot. Pour prendre un mot pour ce qu'on appelle faire de telle sorte à ce qu'un poème va être fait. Mais un poème n'a pas besoin d'être copié, mais un poème a besoin d'être composé. Et si un poème a besoin d'être composé, ça rejette encore une fois cette thèse de l'art comme imitation. Mais là doit être création. Mais quand peut-être Platon essaie de manifester cela, essaie de dire cela à travers cette formule, il faut comprendre que lui, il a commencé par défendre l'art comme imitation. Mais encore une fois, est-ce que l'art doit seulement se focaliser à cette imitation? Ou bien si l'art allait seulement se focaliser à cette imitation, quelle serait la pertinence de cette production artistique? Il faut forcément peut-être faire appel à cette création qui va donner à l'activité artistique son essence la plus particulière, mais aussi sa dimension la plus exacte. C'est bon? Au lycée philosophie durant toute une séance et qui m'a vraiment servi parce que j'ai compris beaucoup de choses que j'ignorais à travers la philosophie. Grâce à lui, je me suis servi de ça. Et je tenais à remercier lui de passage et à inviter tous mes camarades qui sont intéressés par la philosophie au Saint-Esprit le 19 ici à Guinée. Nous sommes au votre présence qui est Alors, philosophie, c'est Poncy. Poncy, c'est vivre. Dans ce cas, je me nomme Fatou Bintou, élève en terminale L2 au lycée Petit Destal. Je suis un élève de M. Sougou que j'ai côtoyé pas très longtemps, mais je peux dire que c'est un excellent prof. Alors, je vous dis de venir en mars le 19 et que, Inch'Allah, le 19 L'avant-classe terminale. Bon, j'ai longtemps tutoyé la philosophie parce que, en gros, je n'aimais pas la philosophie. Mais en rencontrant M. Sougou, qui est mon prof adoré parce qu'il m'a fait vivre la philosophie, il m'a fait aimer la philosophie. Bon, je l'estime vraiment. Bon, pour vous donner rendez-vous ce dimanche, Inch'Allah, le 19 mai, au foyer à 4. Bon, tout le monde, ou bien tous ceux qui veulent savoir quel est le vrai sens de la philosophie, bon, il peut en certains cas venir au foyer à 4 pour en servir. Bon, beaucoup de choses qui viennent. Et que dans l'introduction, essayez de parvenir à un meilleur établissement des différentes rubriques. À savoir, après avoir amorcé le sujet, l'élève doit poser le sujet, le reformuler et problématiser pour certains cas. Ne vous faites pas emporter. Encore une fois, cette problématique, il faut faire de telle sorte que la question doit être transcendante. C'est-à-dire la question doit être cette question, encore une fois, qui a une relation nette avec le sujet. Et parfois, dit-on que la problématique qui est bien dégagée doit laisser apparaître la thèse et l'antithèse. À savoir la thèse, quelle est la thèse? C'est la thèse qui apparaît dans le sujet. Son alternative, c'est cette thèse adverse. Maintenant, cette thèse adverse et cette thèse apparente doivent être associées, doivent être sommées pour avoir ce qu'on appelle la problématique au sens propre du terme. Après la problématique, vous pouvez peut-être établir le plan. Parfois, vous allez séparer la problématique en ayant chaque thèse à part. Raison pour laquelle il y a certains qui disent que si la problématique est bien dégagée, l'élève peut ne pas faire le plan. Mais moi, je vous conseille de le faire. Je pense que voilà, c'est un peu résumé pour cette activité artistique qui se contente toujours de se rapporter à la nature, même si parfois l'art essaie de transfigurer la nature. Et j'ai l'habitude de dire que rien n'est plus beau que la nature, mais une nature sans culture n'est que ruine de l'existence humaine. Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 mai au foyer à Moka de Guédia à Sarah.